Il faut montrer que les entrepreneurs crachent des boîtes et tu te relèves et tu continues et il faut en parler, quoi. Ça fait partie du chemin. À la fois, on déplore l'éducation financière qui est basse et en même temps, c'est dur de s'envoyer en première ligne et de dire moi je vais en parler, quoi. J'étais pas du tout sereine, quoi. C'était une nouvelle offre, c'était une nouvelle cible, c'était un nouveau projet. J'ai lancé en 48 heures. T'as des exemples de moments où t'as eu le sentiment de vraiment sortir de ta zone de confort consciemment, genre tu sais que là c'est pas confortable, mais t'y vas quand même? Je me réveillais à nuit à 2h du matin en mode annule. Question finance. On a vraiment construit le projet sur le terrain. On a vraiment dit ok, on a envie de monter une boîte, on se lance sur le terrain et on construit le truc avec la communauté progressivement. J'ai débloqué la barrière de gagner de l'argent et après j'avais la barrière d'en dépenser, tu vois. En fait, j'aime bien me mettre en difficulté de manière générale et faire des grands sauts dans l'inconnu. Et surtout que mon activité, j'étais pas sûre, peut-être que dans 2 mois, j'ai pas de clients. Hello, c'est Mona et bienvenue sur Deep Talk. Merci beaucoup d'être ici. Merci à toi, je suis trop contente. Bah ouais, moi aussi parce que ça fait longtemps que je te suis et sûrement plus longtemps que tu ne crois puisque c'était à l'époque de ta marque. Ah, waouh! Oui, waouh, dans cette ancienne vie. Donc je suis vraiment contente de t'avoir vu évoluer et de t'avoir là aujourd'hui et de pouvoir te poser des questions. Moi aussi. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Si c'est OK pour toi, avant de démarrer, je vais te poser une série de questions très rapides. Le but, c'est que tu me répondes par oui ou par non. Tu verras, il y a plein de sujets différents. Et l'idée, c'est de pas trop mentaliser et juste de dire ce qui te vient spontanément. Ok, c'est parti. Est-ce que tu t'es déjà sentie jalouse de la réussite de quelqu'un? Waouh. Oh, c'est trop dur, moi je peux pas ne pas mentaliser. Bah, je pense que oui. Est-ce que tu as déjà ghosté un client ou une opportunité? Oui. Est-ce que tu crois qu'être riche pourrait te rendre moins aimée? Oui. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu étais vraiment faite pour entreprendre? Non. Est-ce que tu as déjà fait un lancement en espérant que ça sauve ton moi? Oui. Oui. Of course. Il y a de la détermination. Est-ce que tu as déjà copié quelqu'un, même juste un peu? Oui. Est-ce que tu caches encore certaines choses à ta communauté? Oui. Est-ce que tu as déjà évité de regarder ton compte bancaire plusieurs jours? Non. Et est-ce que tu t'es déjà senti coincé dans une image que tu as toi-même construite? Non. Trop bien, intéressant. J'ai envie de te poser plein de questions suite à ça. Et puis, le deuxième petit jeu, j'ai demandé à ChatGPT de me donner quelques croyances populaires, quelques rumeurs sur les secteurs d'activité dans lesquels tu as été, donc dans tes différentes vies. Tu vas me dire si c'est vrai ou faux d'après toi. Ok. On dit que pour vendre en ligne, il faut montrer sa tête à tout prix. Oui. Je sais que c'est controversé ce truc-là. Il y en a qui disent que pas forcément. Bah, pas à tout prix, mais dans ma vision des choses, moi je conseille de oui. Ouais. Je trouve aussi que c'est plus simple si on se montre. Il y en a qui réussissent sans, mais j'ai l'impression que c'est une exception. Ouais, c'est plus dur. On dit que lancer une marque de fringues, ça rend blindé. Non. On dit que n'importe qui peut être ghostwriter, il suffit d'écrire sans faire de faute d'orthographe. Non. On dit que le personal branding, c'est juste raconter sa vie sur les réseaux. Non. Et dernière, on dit que si t'as un style un peu trop naturel, ça fait pas assez pro. Non. Ok, trop bien. On va pouvoir commencer. Donc on est là pour faire une activité qui va être guidée par Fiona. Est-ce que Fiona, tu veux bien venir te présenter et nous expliquer où on est, qu'est-ce que vous faites dans ce lieu et puis qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà, bienvenue à Vintage Home. Donc Vintage Home, c'est le nom de cet espace qui est en fait comme un collectif d'artistes. Donc en gros, plusieurs artistes partagent l'espace, le loyer, et ils font leurs activités. Donc ici, on a l'espace bougie. À côté, on a l'espace tricot qui est tricot numérique par Cali. Et en bas, on a du tufting. Tufting, c'est du tapis avec pistolet à laine. Trop bien. Donc là, on est là pour faire une bougie. Exactement, une bougie fleurie. Génial. Comment ça se passe? On t'écoute. T'as déjà fait une bougie? Non. Moi non plus. Donc, très bien, c'est on a une besoin première. de toi là. Ok, super. Pour commencer, alors, vous avez devant vous ici une mèche en bois et ici un support métallique. Donc la mèche en bois, c'est la mèche de votre bougie. C'est du bois de cerisier. Est-ce que vous connaissez l'intérêt de la mèche en bois pour une bougie? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Par rapport au fil Une mèche au coton, ouais. Ça pollue moins, non? Alors, c'est 100% naturel, effectivement. On peut y avoir des petits résidus de plastique avec une mèche en coton. Il y a un intérêt, en fait, qui est esthétique. Donc, c'est 100% naturel, c'est brut. Ça rajoute quelque chose de végétal, mais c'est surtout que ça crépite quand vous l'allumez. Ça fait un petit cric. Donc là, ici, vous avez le support métallique. Je vous laisse insérer comme ceci. Voilà. Et donc là, vous avez la base de votre mèche.
Parfait. On met ça de côté. Et là, je vais vous remplir un pot de cire. Donc, on travaille avec de la cire de soja. Vous avez plusieurs senteurs. Ici, on a bubblegum. Ici, on a amande. Tenez. On a barbe à papa. Vous pouvez sentir en même temps pour savoir. Barbe à papa, bois de oud, brise marine et banane. Ça, c'est notre moment, du coup. Ça, on peut pas le retranscrire. Oh, je vais partir sur amendement. Ça sent la fleur du trône, ça. Barbe à papa. Bah écoute, je crois que j'ai fait amande aussi. Eh ben, très bien. Ok. Donc là, dans l'idée, vous voyez que votre cire, elle est extrêmement liquide. Elle est très chaude. Donc si vous mettez quoi que ce soit dedans, ça coule, il n'y a plus d'intérêt. Nous, ce qu'on veut, typiquement, c'est obtenir ceci. Ok. Que ce soit uniquement sur le dessus. Donc dans l'idée, on va attendre que la cire commence un petit peu à figer. Moi, j'appelle ça la texture de flan, à savoir que c'est pris sur les bords, tremblotant au milieu. Donc ça va bien prendre 20-30 minutes. Donc pendant ce temps, vous allez rentabiliser ce temps-là avec la préparation de vos décorations. Et en se posant des questions. Et en se posant des questions, du coup. Du coup, pour nous accompagner pendant qu'on va préparer tout ça, je vais te poser des questions, mais qu'on ne connaît pas à l'avance. Ok. C'est le concept même de l'émission. Alright. Dans ce jeu de cartes, on a mis plein de questions et 4 catégories différentes. On a des questions vie privée, dev perso, finance et business. Ok. Je te propose d'en prendre une de chaque et on les retournera au fur et à mesure. Et l'idée, c'est qu'on discute dessus, donc tu y réponds. Je te dis si j'ai quelque chose à ajouter dessus. Si toi aussi tu as envie de poser des questions, n'hésite pas. Enfin, c'est une conversation entre nous pendant qu'on fait des bougies. Ok. En essayant de se concentrer sur les deux autant que possible. Ok, question vie privée, question dev perso, question business et question finance. C'est toi qui choisis par laquelle tu as envie de commencer. Et puis en même temps, on peut commencer nos petites créations. Ok. Bah écoute, on va aller d'abord dans la zone de confort, qui est... Ah, on voit la personnalité qui se dessine avec le choix des questions. Il y en a qui commencent direct par « Allez, ça, j'aime pas, donc on y va. » Non, je vais faire dev perso. Ok. J'y vais? Bah, vas-y. Ok. Qu'est-ce qui te pousse à sortir de ta zone de confort malgré les risques? Parfait, du coup. Alors, qu'est-ce qui... Bah en fait, parce que je sais tout simplement que le succès se trouve derrière la zone de confort, quoi. Ben, le succès, tu dis? Ouais. T'as des exemples, des expérimentations? Tout ce qui me fera progresser sont des choses qui me font peur. Et qui au début me font peur parce que c'est nouveau, parce que j'ai jamais fait, parce que... En fait, j'aime bien me mettre en difficulté de manière générale et faire des grands sauts dans l'inconnu. Aujourd'hui, je sais que zone de confort égale croissance pour moi et que j'avance comme ça, quoi. Ouais, du coup, limite, le risque, tu le vois plus dans le fait de ne pas te sortir de ta zone de confort que d'y aller. Ok, t'as des exemples de moments où t'as eu le sentiment de vraiment sortir de ta zone de confort consciemment, genre tu sais que là, c'est pas confortable, mais t'y vas quand même? Bah franchement... Toute ta vie? Bah très souvent parce que en fait tout ce que je fais en général c'est pas très confortable, tu vois. Là il y a quelques semaines j'ai lancé mon bootcamp. Ouais. Et c'est pareil, enfin j'étais pas du tout sereine, quoi. C'était une nouvelle offre, c'était une nouvelle cible, c'était un nouveau projet. J'ai lancé en 48 heures. Ah ouais? Wow. Donc j'étais pas du tout confortable, tu vois. Je me réveillais la nuit en mode, je me réveillais la nuit à 2h du matin en mode annule, tu vois. C'était quoi qui te faisait peur là-dedans? Bah en fait j'avais trop peur de pas remplir le bootcamp. Enfin j'avais trop peur de pas avoir de clients, tu vois. Ok, pas du tout ou pas assez? Pas assez. Et t'avais défini ce que c'était assez? Ouais. J'avais fait trop bien, c'était 21 personnes. Ouais. Ok, c'était 15 personnes. Et genre, bof, c'était Début 10. de ok. Ouais, c'était 10 personnes, Ok. tu vois. Et je m'étais dit, 10 personnes, en dessous des 10 personnes, j'étais en mode, vraiment, c'est la honte, tu vois. Ah ouais. Ouais, en fait, j'avais plus peur. Parce que tu vois, j'avais vendu des formations avant. Et les formations avant, je me disais, bon, au pire, c'est un flop, personne n'est au courant, tu vois. Oui, alors que là, t'as une cohorte, donc ça se sait combien il y a de personnes dedans. Ouais, je comprends. Là, je me disais, les formations, bah, au pire, t'en vends 3, personne n'est au courant. Si tu étais la seule à connaître tes ventes, t'es pas obligé de communiquer dessus. En fait, quand j'ai lancé Formation, j'avais pas de pression parce que j'étais en mode, chaque vente, c'est trop bien, c'est un bonus. Alors que là, j'étais en mode, bah, si je fais un bootcamp, et en fait, il y a 3 meufs dans le bootcamp, ouais. genre... Oui, ça se voit, ça se sait, elles le savent et à l'extérieur aussi. Ouais.
Ouais, tu l'associes du coup à... Enfin, ouais, ça aurait été de la honte pour toi de... Bah, pas la honte, enfin, je sais pas si c'était de la honte, mais bon, déjà, j'aurais été déçue. Après, je sais pas, c'est un truc un peu aussi de confiance, tu vois. Donc, sortie de zone de confort pour cette offre-là. Ouais, mais je te dis ça parce que c'était il y a 2 semaines. Ouais, mais c'est le plus frais. En soi, c'est un peu tout le temps, tous les trucs que j'ai fait. Enfin, tu vois, quand j'ai lancé Risap, bah, je connaissais rien à l'entrepreneuriat, j'avais pas de backup. Quand j'ai lancé mon podcast, j'avais pas d'audience. Enfin, tout ce que j'ai fait à chaque fois, c'était en mode sortie de zone de confort. Ouais. Et mais justement, parle-nous de ce que tu as fait avant, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui font partie de mon audience qui écouteront cet épisode et qui ne te connaissent pas encore et qui comprennent pas du coup de quoi on parle. Tu Ouais, vois, quand je te bien parlais sûr. de marque de fringues, ghostwriter, personal branding, etc. Il y en a peut-être qui savent pas de quoi il s'agit. Donc, c'est quoi les grandes lignes de ton parcours pro? J'ai commencé à entreprendre à 23 ans. Et en fait, je sortais d'école d'ingé. Et à la base, moi, je voulais grave travailler dans le luxe, c'était grave mon Ok. rêve, etc. Et j'ai commencé à bosser chez Vuitton. Et en fait, un peu des illusions. Et très vite, je me suis dit, en fait, le salariat, c'est pas du tout fait pour moi. Je me sentais vachement bridée. Je me sentais... je sais pas. Finalement, ça ne matchait pas. Et il y avait le confinement en même temps. Et Ok. du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, bah, j'ai pas trop d'options. Genre, je pouvais pas trouver un nouveau taf. Tu vois, toutes les embauches, elles étaient gelées, etc. Ouais. Et je me suis dit, bah, je lance ma boîte. Enfin... Ouais, fais ton truc à toi, Ouais. du coup. Mais vraiment un peu de nowhere, quoi. Et donc, j'ai lancé ma première boîte, qui était une marque de vêtements. Mais déjà, ça, comment t'as eu l'idée de... Bah, tiens, je vais me lancer et je vais faire une marque de vêtements? Ma première passion, ça a quand même toujours été la mode à la base. Ok. Donc, je kiffais la mode et je travaillais chez Vuitton. Et j'étais en mode... Bah, j'avais un peu accès aux coulisses. Et je me disais, bah, il y a plein de trucs à améliorer. Il y a plein de déchets, il y a plein de stocks dormants. Ouais. On commençait à parler d'upcycling et tout. Et je me dis, mais c'est un truc qui n'est pas connu en France, Ouais. l'upcycling. Et je me dis, il y a tellement de stocks de vêtements dormants, il y a tellement de vêtements produits. Enfin, je commençais à m'intéresser à cette industrie et je voyais qu'il y avait de quoi faire pour 3 générations, tu vois. Ouais. Donc, il y avait assez de vêtements pour habiller 3 générations. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, j'adore la mode, je reste dans ce secteur-là, mais je vois pas une autre entreprise qui pourrait, dans laquelle je serais heureuse d'aller. Bah, du coup, je lance mon propre truc dans ce secteur-là, avec pour objectif de faire mieux. Et donc, en faisant de l'upcycling, donc des vêtements que je réutilisais, de l'économie circulaire, etc. Et voilà, donc je me suis lancée avec beaucoup de naïveté au début, en mode Oui, je vais mais révolutionner heureusement, sinon, on sinon n'en tu vas sait rien. pas. Mais je me suis dit, je vais révolutionner un marché, je lance un truc hyper innovant, hyper truc et tout. Et donc ça a commencé comme ça. Et en fait, Ok. on était tellement déter que ça a pris dès le début, quoi. Là, ta mèche, remets-la bien droite. Elle peut un peu se décaler. Sauf si tu la veux comme ça, il n'y a pas de problème. Comme ça. Ouais, voilà. C'est juste, ça peut un peu se décaler. Au bout d'un moment, il ne faut plus du tout toucher la mèche, ça fait des trous. Ok, donc ça s'est lancé. Comment tu t'es lancé? Est-ce que tu as dû mettre de l'argent, toi, au départ, pour financer ça? Est-ce qu'au final, c'est une opération dont tu es sortie perdante, gagnante? Comment tu l'as vécu? Non, bah du coup, on était 2 au lancement et on a mis à peu près 500 € chacune, tu vois. Ah ouais, ok. Donc vraiment, on a commencé avec presque rien. Ouais. Et comment on a commencé au début, on a juste acheté le nom de domaine Oui, et on a créé le site. la fameuse première Ouais. étape. Et on s'est dit, OK, c'est bon, on a investi, tu vois, je sais pas, on a mis 200 balles dans la création du site et Ouais. du truc. Et on a dit, OK, c'est bon, on a investi de l'argent, C'est on va parti. pas revenir en arrière, tu vois. Donc ça a été le premier truc. Et après, vraiment, on a été vraiment à la détermination, à la motivation. En fait, on a créé un compte Instagram et on a commencé. Au début, on n'avait même pas l'idée précise du projet en soi. Ok. On disait juste, on veut monter un truc à impact, on veut avoir du sens dans notre quotidien, etc. Et au début, on a juste créé une page qui parlait de mode et on parlait vraiment avec, au début, avec nos 50 abonnés en disant, ouais, toi, qu'est-ce qui te frustre dans ta consommation de la mode actuelle? Qu'est-ce que tu aimerais comme solution, etc. Et en fait, on parlait de ça et on parlait des dérives, entre guillemets, de l'industrie de la mode, etc. Mais en même temps, on le faisait de manière assez positive, avec en même temps pas mal d'entrain et tout. Et le compte Instagram, il a grandi. Au début, on vendait juste des pièces de seconde main. Après, on a commencé à pimper les pièces de seconde main. Après, on a commencé à réparer les pièces de seconde main. Après, on a commencé à faire de l'upcycling. Ah, ok. Tu vois, c'est vraiment... Ça a pivoté à chaque fois, Ouais. en fait. En vrai, on a vraiment construit le projet sur le terrain. On a vraiment dit, OK, on a envie de monter une boîte, on se lance sur le terrain et on construit le truc avec la communauté, progressivement. Et en fait, à chaque fois, on était très à l'écoute. Tu vois, on faisait un truc, on disait, OK, ça, ces gens, ils préfèrent ça, ils préfèrent ça, ils préfèrent ça. Un jour, on a fait un pop-up avec que des pièces de seconde main. Et on avait une pièce upcycling. On a ouvert le pop-up. La première pièce qui est partie, c'est la pièce upcycling. Ok. Et on s'est dit, OK, il y a un truc à faire là-dessus. Et donc après, on a mis 5 pièces upcycling. C'est 5 premières qui sont parties. Et on a recommencé. wow. Et après, on s'est dit,
Bon, faut tout faire Ouais. là-dessus, quoi. Après, j'ai fait un sondage Instagram et j'ai dit, vous voulez qu'on continue à faire de la seconde main ou quoi, l'upcycling? Et genre, tout le monde a voté l'upcycling, et après on dit, ok, on devient une marque d'upcycling. Oh, wow. Et donc, c'est comme ça qu'on est Ok. devenu officiellement une marque d'upcycling. Après, genre, peut-être 6-7 mois après avoir lancé le compte Instagram, tu vois. Donc, après Ouais. avoir lancé le projet. Ok. Mais en même temps, c'est très rapide. Pour Oui. tous ces pivots-là, tu Oui. vois, de partir d'une idée à peu près, et surtout, on crée une communauté et on parle avec eux pour savoir. Ouais, c'est très rapide, mais en même temps, il n'y a pas grand monde qui est prêt à tenir 6 mois à fond sur un projet sans savoir où est-ce qu'il va vraiment, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Et donc, c'est Ah ça oui, le truc, c'est que nous, pendant 6 mois, on était à fond, Ouais. mais tu me demandais c'était quoi ton projet, j'étais en mode. I don't Je know, tu fais, vois. juste Ouais. tous les jours, je fais. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, on avait à chaque fois un pitch différent. Et pendant 6 mois, on a avancé jusqu'à vraiment se dire, OK, on s'arrête sur cette idée. Parce que c'est là où on voit qu'il y a un vrai match, et que ça nous plaît, et on voit vraiment qu'il y a du sens et tout. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on avait quand même eu l'idée de la marque avant qui s'appelait Risap. Et en fait, qui faisait archi sens. Qui match beaucoup Ouais. avec le projet final. Ouais. Le projet s'appelle Risap depuis le tout début. Ouais. Mais en fait, ça match de fou avec l'idée qu'on a eue 7 mois après, tu Carrément. vois. Et après, quand on Trop demandait, bien. on était à la Risap, reuse, la SAP, tu vois, c'est Ouais. trop. Mais voilà, du coup, on s'est vraiment laissé guider et puis ça a matché comme ça, tu vois. Trop bien. Donc, du coup, ça a duré un certain temps. Et puis après, ça s'est fini, puisque aujourd'hui, c'est plus ton projet. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé l'arrêt? Ouais, du coup, ça a duré pendant 4 ans. Donc, c'était ouf. Franchement, c'était 4 ans trop stylés. Où on a vécu plein de trucs. On a fait des collabs avec Levi's, Lacoste, Etam. On a fait plein de projets trop sympas. On avait une équipe, on avait un atelier. On passait à Kivet, mon associé. Donc, c'était vraiment 4 ans trop stylés où j'ai appris l'entrepreneuriat, où j'ai appris à tout, tu vois, à monter une équipe, etc. Et après, au bout de 4 ans, en fait, le modèle économique était hyper difficile pour nous. On n'arrivait pas à être rentable. On Ok. était dans un modèle où nous, en tant que fondateurs, on s'épuisait. Ouais. Parce que tous les mois, c'était la panique de est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour payer les charges? Il y avait beaucoup de charges. Et donc, on avait un modèle qui était très dur à tenir, où en fait, on ne voyait pas vraiment l'issue. Et voilà, un moment, un peu un combo de épuisement. Ouais. Le modèle économique ne marche pas, plus beaucoup de ventes, on fait un Noël de merde. Et le combo qui fait que. Ouais, tu puis il n'y a vois, pas de perspective de ça va aller mieux dans 3 mois parce que il Ouais. y a tel événement ou tel truc qui va nous Ouais. permettre. Ok. Je pense que ça, le truc que j'ai appris après, c'est que vraiment, quand tu t'épuises sur un projet, aussi quand tu donnes tout sur un projet, t'arrives à un moment où tu t'auto-dégoûtes en fait de ton Ouais, projet. clairement. Parce que t'es en mode, en fait, t'es devenu prisonnier de ton projet et c'est un peu la sensation, je pense qu'on avait tous à la fin, c'est on travaille comme des yinches, on gagne pas une thune. Ouais, parce qu'en plus, si tu te payes pas. Ouais, et en plus, on se ouais. payait pas bien, tu vois. Et donc, c'était. À la fin, t'es en mode, mais je pense que son cerveau, il cherche une escape, quoi. Ouais. Et donc, on arrivait un peu à ce stade-là. Et voilà. Et après, vu que nous, on était un peu dans une locomotive que je pouvais pas trop arrêter, Ouais. t'étais obligé de Bah oui, parce rentrer que, dans le mur, en fait. parce que c'est dur, en fait, quand on arrête un projet parce qu'il marche pas, il y a un peu tous les signaux qui te disent, bon, bah, ça prendra pas. Tu vois, c'était pas la bonne Ouais. idée, pas la bonne cible. Là, ce qui est difficile, je trouve, et du coup courageux, c'est de se dire, ça marche, mais on n'a pas trouvé le modèle qui nous permette d'en vivre et de pas s'épuiser là-dedans, quoi. Ouais, en fait, je pense que le modèle, il marchait. Je pense que notre marque, elle aurait pu aller très loin. Et je suis convaincue que c'était. Enfin, que même en soi, je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, il y avait des business models qu'on aurait pu mettre en place et Ouais. qui marchaient. Mais aujourd'hui, je pense que nous, en tant que fondateurs, on n'était pas prêts, en fait, à Ouais. amener la boîte à ce niveau-là. Et qu'aujourd'hui, maintenant, tu m'aurais dit, reprends la boîte et fais une strat, je te fais un truc totalement différent, tu vois. Mais à l'instant T, T'avais On pas est- les mêmes compétences qu'aujourd'hui. oui, et je pense que j'avais pas la vision, j'avais pas de recul, plein de trucs, tu vois, qui font que, genre, à l'instant T, on n'était pas prêts, c'était pas le bon timing et tout. Et juste, voilà, la boîte est partie dans le mur. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un vrai truc à faire sur cette industrie-là, tu vois. Ouais, clairement. Ok, donc ça s'est terminé. Et alors, à la suite de ça, qu'est-ce qui se passe? C'était février 2024. Et à la suite de ça, en fait, au début, j'ai pris un peu une pause, entre guillemets. Je me Ouais. suis dit, bon, vas-y, repose-toi et tout. Mais en fait, très vite, j'avais trop l'appel de l'entrepreneuriat et j'avais trop envie de faire des trucs. On connaît ça. Et donc, en fait, je me suis relancée assez vite. Et puis, je pense que j'avais aussi ce truc de remonte vite à cheval, tu vois. Ouais. Parce que sinon, tu vas rester sur un échec et tu vas avoir peur, etc. Donc, je me suis dit, remonte vite à cheval, garde le lien avec ta communauté, parce que du coup, j'avais plus trop de trucs sur lesquels communiquer, tu vois, c'est un peu... Et donc, je me suis dit, il faut que je relance des trucs pour me remettre dans une énergie, réavoir des trucs à raconter. Même moi, en fait, pour aller mieux, genre le travail, ça fait quand même... C'est une grosse partie de ma vie, tu vois, et c'est un truc Ouais. que j'adore.
Et donc, je me suis relancée assez vite. Et puis, enfin, quand même, avant, j'ai quand même beaucoup communiqué sur la fin de RISAP. Parce que justement, je voulais pas que ça soit, entre guillemets, une honte. Et du coup, j'ai beaucoup... Tu voulais l'assumer. Ouais, je voulais l'assumer complètement. Et j'en ai beaucoup parlé, tu vois, sur Insta, sur LinkedIn, j'ai fait des séries de posts là-dessus, où voilà, je racontais pourquoi on avait échoué, entre guillemets, pourquoi on avait fermé, qu'est-ce qui s'était passé, les leçons que j'en apprenais aussi. Et j'ai fait une série de posts, tu vois, sur les leçons que je tirais de cette liquidation. Parce que, en fait, en même temps, je savais qu'il y avait beaucoup de boîtes qui fermaient en même temps que nous, et que personne n'osait communiquer. Bah ouais. Et donc, je me suis dit, à un moment, il faut libérer la parole, tu vois, sur ce sujet-là, il faut en parler, il faut montrer que tous les entrepreneurs crachent des boîtes et tu te relèves et tu continues et ça, il faut en parler, quoi. Ça fait partie du chemin. Ouais, et plus tu vas, toi, prendre les devants et l'assumer, moins tu auras peur que quelqu'un le prenne... Contre toi, c'est ça. Ouais, c'est clair. Et puis, ça m'a apporté plein de trucs parce que ça a fait que j'ai maintenu aussi mon personal branding, ma communication. J'ai eu des opportunités qui se sont ouvertes via ça, tu vois. Et donc, très vite après ça, je me suis lancée dans les accompagnements. J'ai fait plein de trucs, mais je me suis lancée plus dans du service déjà, qui était nouveau pour moi, parce qu'avant, je faisais du produit. Bah ouais. Ouais, c'est pas du tout la même façon de penser, et le même business model non plus, parce que du coup, si tu vends ton temps, t'as quand même beaucoup moins de charges, voire pas. Ouais, donc vraiment, j'ai appris en fait un entrepreneuriat totalement différent. Donc, je suis passée en mode solopreneur, ce qu'on appelle, donc toute seule, à vendre du coup de la prestation de service, à vendre du conseil, etc. Et donc, j'ai commencé à faire des accompagnements en personal branding qui se sont bien passés. Après, j'ai commencé à faire du ghostwriting. Ok. Et voilà. Est-ce que c'était déjà des idées que tu avais en tête, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert en fermant ta première boîte et où tu t'es dit, tiens, ça, c'est des compétences que je peux réutiliser? Alors, je l'avais pas en tête et j'ai fait exactement la même chose que la première fois. Donc, je savais pas ce que j'allais faire à la base et donc j'ai vraiment fait sur le terrain. Au début, en fait, j'ai fait une masterclass gratuite où j'ai appris, j'ai expliqué aux gens des clés de mindset que j'avais apprises après 4 ans d'entrepreneuriat, etc. Et en fait, à la fin de cette masterclass, j'ai ouvert des créneaux de coaching libres, sans sujet, tu vois. Ouais. Et j'ai dit, prenez... pour échanger avec toi, du coup, et avoir ton point de vue, ton expérience. Ouais. Okay. J'ai mis quand même payant, mais un petit prix. Et j'ai dit, prenez un créneau avec moi, et puis vous avez 1 heure de coaching avec moi pour ce que vous voulez. Donc, je m'étais dit, je veux juste voir ce pourquoi les gens ils me contactent. Ouais. Donc, j'ai fait ça. Et donc, là, j'ai commencé à voir, il y avait plein de thématiques différentes, mais on va dire que 80%, c'était la com de ma boîte, mon personal branding, comment je fais connaître ma boîte et comment j'incarne ma boîte, etc. Et donc, je me suis dit, donc les gens, ils me reconnaissent pour cette compétence d'incarnation de la boîte, personal branding et tout. Et donc, après, j'ai commencé à communiquer là-dessus, à faire des accompagnements genre de 1 mois sur ça, à faire des packs de 4 séances, ces trucs. Après, j'ai commencé à augmenter mes prix. Après, j'ai commencé à faire des trucs mensuels sur le long terme. Et 2 fois, j'ai fait évoluer mon offre et ma cible progressivement, mais toujours en partant du terrain et de mes retours de clients. Quoi. C'est ce qui fonctionne le mieux, je trouve, en vrai. Ouais. Plutôt que de créer un truc dans sa tête, de penser à tous les scénarios possibles et après d'aller voir si ça plaît et de forcer un peu, de partir du terrain et de s'adapter. Parce qu'en fait, c'est un peu le même format que ce que tu as fait avec ta marque de vêtements. T'as écouté et t'as adapté au fur et à mesure. Ouais, tout le temps. Moi, de toute façon, j'adore le terrain, tu vois. Et du coup, j'ai même du mal à faire un truc pendant 1 semaine dans mon coin et après présenter. Juste, j'ai besoin de tout le temps être dans l'interaction et de toujours avoir les feedbacks. Sinon, je suis en mode, vas-y, je perds mon temps parce que ça se trouve, ça servira à rien. Je comprends, j'ai un peu le même fonctionnement. C'est en train de devenir un peu trouble. Est-ce que c'est bientôt l'heure? Non, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire là? Non, pas particulièrement. Alors, là, ce que vous pouvez faire, c'est organiser vos éléments. Donc, comme je vous ai dit, les éléments les plus lourds pour après savoir exactement où vous allez les poser dans le pot. Est-ce que tu as envie de tirer une 2e carte pour qu'on continue cette conversation? Et on va en question vie privée. Allez. C'était quoi là? Dev perso? Ok. Ouais. Quelle a été son histoire d'amour la plus marquante? C'est drôle de tomber sur cette carte-là. Oh my god, qui je vais dire? Fais gaffe à ta réponse. Je coupe la caméra. Écoute, je pense que c'est celle dans laquelle je suis actuellement. Parce que, de toute façon, je pense que c'est ma seule, entre guillemets, véritable relation, quoi. Ouais. Dans le sens longue?
Ouais, bah longue, sérieuse, enfin entre guillemets intéressante. Entre guillemets, juste. Pas vraiment intéressante, ouais. Explique-toi. Non, mais je pense que c'est la seule. Soit j'ai jamais assumé un truc de je suis en couple, etc. Ok. Et après, du coup, je me suis mis avec mon copain actuel en 2020. Bah, du coup, quand je montais Rissab d'ailleurs. Ok. Ouais, en 2020. Et c'est à ce moment-là où, entre guillemets, pour la première fois, j'ai assumé d'être en couple. J'ai présenté quelqu'un à mes parents, présenté quelqu'un à mes potes, tu vois. Trop bien. Et que c'est devenu quelque chose de sérieux. Et donc, je pense que ça a été la plus marquante parce que c'est aussi celle où, tu vois, j'ai rencontré quelqu'un qui était vraiment dans le soutien, dans l'entraide, quelqu'un qui m'a soutenu dans mes projets, Ouais. tu vois, avec qui... avec qui je pouvais genre vraiment m'élever et qui me soutenait dans cette démarche, tu vois. Ouais. Pour moi, Ouais, je c'était vois. hyper important. Qu'essaye pas d'éteindre un truc. Ouais, et qui n'est pas dans un truc de... Tu vois, je pense que j'ai eu pas mal ce truc de jalousie ou le fait que ça mette mal à l'aise les gens, tu vois, le fait que j'entreprenne ou que je lance mes projets et tout. Et j'ai souvent ressenti ça via mes proches de « Ah, ok, c'est genre ça les gêne » ou il y a un truc... Tu vois, même s'ils ne le disent pas dans le regard, tu vois qu'il y a un truc un peu, ça les gêne, tu vois. Ouais. Bah oui, parce que parfois, ça les met face à ce que eux n'ont pas osé ou dans lesquels ils se reconnaissent pas du tout. Puis je crois que des fois, l'entourage, il porte un regard... soit ils ont peur pour nous, soit ils projettent ce que eux n'ont pas fait et qu'ils auraient aimé faire. Des fois, on est en décalage avec les attentes aussi qu'ils mettent sur nous, donc forcément, ça remue un peu, quoi. Exact. Et voilà, et du coup, dans mon couple actuel, j'ai plus senti un truc de quelqu'un qui était content pour mes victoires, tu vois. Ah ouais. Et genre, limite, c'était... moi, j'étais un peu avant dans un truc de... j'avais l'impression, du moins, je sais pas si c'est vrai, peut-être que je me suis fait des histoires aussi, hein, mais j'ai l'impression que peu de gens étaient contents pour mes réussites souvent, tu vois. Je comprends. Du coup, j'étais un peu en mode... Genre... Ouais, je comprends, ouais. Ouais, genre, ça existe que quelqu'un soit presque plus content que moi pour... Ouais. Et donc, j'apprécie ce truc et qui est zéro jalousie, zéro comparaison, tu vois. Ouais, ou rivalité, ou trucs bizarres. Ouais. Non, mais c'est trop bien, c'est hyper... ça change tout quand tu te sens soutenu sincèrement. Ouais. Ça donne un truc c'est clair. nouveau. Je sais pas, mais après, je sais pas si toi, t'as déjà eu des gens, tu vois, qui t'ont fait sentir un peu jaloux, tu vois, de ta réussite ou... Dans une relation amoureuse, tu veux dire ? Ouais, ou des proches, tu vois. Dans une relation amoureuse, non, pas de jalousie. Ouais, plein d'autres choses, mais pas de jalousie. Dans les proches, oui, mais pas exprimé comme de la jalousie. Tu vois, plus comme ça dérange. Plutôt ça. Un côté, t'es en train de changer, t'es plus comme nous. Tu vois, quelque chose qui... Je sais pas, un espèce de... Comme si t'es plus loyal par rapport à d'où tu viens. Alors que moi, j'avais pas vraiment le sentiment de changer. Mais non, pas en amour, pas de sentiment de jalousie. Et là, en effet, l'histoire dans laquelle je suis, je me sens complètement soutenue et mon ambition n'est pas un problème. Ouais. Et je crois que c'est ça que ça rejoint ce que tu disais. Ouais, c'est ça. En fait, t'as accepté pleinement pour qui tu es, tu vois. Ouais. Là où moi, j'avais tendance à penser que mon ambition, ça peut vite être trop, ça peut être écrasant, ça peut être tout ça. Et en fait, là, c'est pas du tout ce que je ressens. C'est bien, c'est magique. Ça apporte tellement... Je pense que c'est le soutien qui nous donne des ailes un peu plus que ce qu'on est capable de s'apporter toute seule. Ouais. On saurait le faire, mais c'est encore plus confortable quand on se sent soutenu et accompagné. Ouais, et puis je pense qu'en vrai, ton partenaire, c'est un peu aussi ton meilleur, entre guillemets, business coach, tu vois. C'est la personne à qui tu vas tout le temps parler de tes idées, tu vas parler de tes trucs, qui va te conseiller. Tu vois, donc en vrai, surtout encore plus quand t'es solopreneur, quand t'as une activité comme ça, où en fait, tu vas beaucoup plus parler à ton partenaire de ton business. Moi, avant, quand j'avais ma marque et j'avais des associés, je pense que j'en parlais beaucoup moins parce que j'avais une équipe. Oui, tu le vivais pas toute seule. Ouais. Donc j'avais tout le temps des gens à qui parler. Et là, depuis que je suis toute seule, et je suis tout le temps, t'en penses quoi de ça ? Je vais faire ça, nanana. Et du coup, juste quelqu'un qui t'écoute. Ouais, c'est ça. Oui, puis il a pas d'horaire, donc normalement, tu peux le trouver à n'importe quel moment. C'est pas mal. Ouais, trop bien. Est-ce qu'on se fait une autre question ? Ouais.
Et ben, on va aller sur la question business. Tu repousses la dernière question. Alors, pour ou contre lever des fonds auprès d'investisseurs, même si ça signifie perdre une partie du contrôle de ton entreprise? Bah, je pense que ça dépend vachement de ta boîte. Je pense qu'il y a plein de business où tu n'as pas forcément besoin de lever des fonds, où tu peux y aller en autofinancement et que ça se passe très bien. Et tant mieux, tu vois, si tu peux ne pas avoir d'investisseurs, parce qu'en vrai... après, moi, j'ai jamais eu d'invest, mais je sais que ça met beaucoup de pression en général. Enfin, ça dépend des gens, mais il y a beaucoup d'investisseurs où ça met beaucoup de pression. Même là, j'ai changé avec des amis qui veulent fermer leur boîte, mais du coup, ils sont en mode, mais si je ferme ma boîte, bah, pour les investisseurs... Ils auront perdu, quoi. Ouais. Donc, en fait, tu te sens encore plus coupable, j'ai l'impression. Même si c'est le game, mais en soi, tu signes en... Enfin, oui, tu sais c'est le jeu tu peux t'attendre. Ouais, c'est le jeu de l'investissement, mais du coup, quand tu es CEO, je pense que tu te sens vachement coupable de dire, OK, ben, en fait, là, j'ai envie d'arrêter. Mais bon, j'ai quand même 3 pélos qui m'ont mis de la thune, tu vois. Tu sais que tu vas les planter. Salut les pélos. Donc, je pense qu'il faut vraiment le faire quand tu as un business qui a besoin de le faire, tu vois. Un truc où tu as vraiment besoin de financement pour te lancer, etc. Ou si tu as des investisseurs. Après, ça dépend de son caractère. Moi, je sais que ça me fout la pression d'avoir des invests. À part si c'est des invests hyper humains, avec qui je peux vraiment échanger. Limite, plus des invests mentors, tu vois, avec qui je vais pouvoir échanger sur ma strat. Qui seront impliqués dans le projet et pas juste on a mis de l'argent et on va le récupérer. En plus. C'est ça. Mais je pense que, de manière générale, ça dépend de personnalité. Mais si tu peux le faire sans investisseurs, tant mieux, quoi. Ouais. Ça a été une idée, une option possible à un moment donné de ton parcours ou pas du tout, jamais? Ouais, quand j'avais ma marque, plusieurs fois. On a eu plusieurs propositions d'invest pendant le parcours. À chaque fois, on avait des discussions, mais ça n'a jamais mené... on n'a jamais réussi à trouver un terrain d'entente. Tu vois, même à Qui veut ton associé, on avait eu 3 investisseurs. On avait Éric Larchevêque, Delphine André et Jean-Pierre Nadir. Et au final, on n'avait pas fait le deal en off parce qu'on n'était pas d'accord sur les clauses, sur comment ça allait se passer, etc. Ok. De votre côté, du coup, surtout, vous étiez pas d'accord? Les deux. En fait, les deux. Et puis, on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente. Et puis après... Ok, trop intéressant. Mais du coup, cette partie passage à la télé et tout, j'aimerais trop t'entendre là-dessus. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est vous qui avez candidaté et comment ça se passe, en fait? Ouais, on a répondu on a candidaté avec le casting de Qui veut ton associé. Et en fait, le mec, il m'a rappelé direct. On avait fait, nous, une vidéo très à l'arrache. Vraiment, je sais qu'il y a des gens qui se donnent vraiment à fond pour la vidéo. Genre, nous, on avait vraiment fait un truc très, très à l'arrache. On s'était juste présenté. Et on avait posé la vidéo, tu vois, je sais pas, à 15h. Et à 19h, 20h, le mec, il m'a rappelé. Le jour, tu vois, Ok. Je me souviens parce que j'avais déposé, j'étais rentrée chez moi. Et je me suis arrivée chez moi, il m'a appelé. Et il m'a dit, voilà, je suis le casteur de Qui veut ton associé et tout. On a bien aimé votre profil. Est-ce que vous pouvez venir demain matin au bureau, etc. Tu vois. Et du coup, je me souviens que je suis repartie au bureau. Parce qu'il fallait que je ramène des produits. Donc, je suis repartie au bureau, j'ai pris des produits. Il voulait que j'envoie un questionnaire. Il fallait remplir tout un questionnaire sur ta boîte. Ah oui, il faut être disponible quand même quand tu veux participer à ça. Donc j'ai répondu à tous les trucs. Donc, je me souviens que j'étais retournée au bureau faire une petite nocturne, tu vois. Le lendemain matin, je sais plus, à 8h30 ou 9h, j'étais dans son bureau pour lui repitcher le truc, pour lui montrer les produits. Et après, le casting, il durait 3 mois. Et donc là, c'était un peu les montagnes russes parce qu'au début, il m'a dit... après, lui, il te présente aux équipes de M6, tu vois. Et donc, au début, il nous avait dit, ouais, c'est trop bien, trop chaud. Après, ils nous ont dit, non, en fait, vous allez être sortis du casting. Après, on a dit, non, vous allez revenir. Et en fait, c'était que des trucs comme ça pendant tout l'été. Donc, tu sais même pas vraiment si tu participes, en fait. Non, tu sais pas. Et donc, nous, on a eu que des... Nous, c'était vraiment... vraiment une série télé, tu vois. Ouais, à la fin, presque, t'y crois plus et tu te dis, si on le fait, tant mieux. Mais sinon, Et surtout que du coup, tu préviens personne parce que tu vas pas mettre des faux espoirs autour de toi et tout. C'est clair. Et donc au début, on savait pas. Et en fait, on a été sortis du casting genre une semaine avant. Et lundi, il me rappelle et il me dit, vous avez été mis sur les listes d'attente. Donc lundi, genre à midi, il m'a dit, vous avez été mis sur les listes d'attente. Et genre lundi, à 15h, il m'appelle, il me dit, en fait, c'est bon, vous êtes pris. Vous passez mercredi à 8h. Ah oui. Alors que tu vois, normalement, les candidats de Qui veut ton associé, en général, ils ont un mois pour se préparer, tu vois. Ouais, donc du coup, vous, pendant ce temps-là, vous aviez rien préparé parce que c'était tellement pas sûr que vous y alliez. Ouais. Et donc, normalement, t'as un mois pour te préparer, tu prépares la scéno, tu prépares tes fringues, tu prépares ton pitch, ta valo, tu prépares quel investisseur tu veux, tu dis un peu les trucs. Nous, on a eu moins de 48 heures.
Donc c'était en mode, on loue une camionnette, on fout tout dans la camionnette et on part sur le plateau, tu vois. Ouais. Genre on devait aller le lendemain sur le plateau, déposer les trucs. Donc on a fait un pitch en 1 heure, on a fait un pitch, on l'a appris, on a fait une valo en 1 heure. Enfin, tu vois, c'était tout rapide, quoi. Ouais. Et donc voilà, et après on arrive sur le plateau. Et en fait, tout va tellement vite que... Et en même temps, ça vous a réussi, du coup, puisqu'il y a eu des propositions, en tout cas, pendant l'antenne, quoi. Ouais, après on a eu des propositions, donc trop bien. Le passage s'est très bien passé. Et en vrai, ça a été hyper game changer, même pour la boîte, mais tu vois, même pour nous personnellement. Parce qu'en vrai, tu vois, aujourd'hui dans ma commu, il y a plein de gens qui me connaissent qui veulent être m'associer. Il y a plein de gens qui m'ont vu là-bas et ça donne vraiment aussi de la crédibilité. Ouais, mais d'où la puissance du personal branding aussi. Ouais. C'est-à-dire que même si avant ça, c'était un projet qui n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui, tu as réussi à garder les gens qui sont intéressés par toi, ta personne, et pas juste par le projet que tu portes à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un mec sur LinkedIn, j'avais fait un post sur le personal branding et tout. Et je me souviens d'un mec justement sur LinkedIn qui m'avait commenté en mode ah bah oui, c'est facile quand tu passes dans Qui va être mon associé. Ah bah d'accord. Et du coup, je lui avais dit bah non, parce que genre tu te rappelles de combien de personnes qui sont passées dans Qui va être mon associé. Parce qu'en vrai, oui, ça s'entretient de fou parce qu'il y a plein de gens qui sont passés dans Qui va être mon associé carrément. et tu t'en Et rappelles tu les oublies, tu les oublies, tu sais pas comment ils s'appellent. Et donc oui, c'est tout un taf après derrière. Mais en tout cas, si tu arrives à prendre la vague, ça peut être un énorme tremplin. Et je pense que la télé a quand même une force de frappe très forte, tu vois. Ouais, c'est ce que j'ai observé en fait chez les personnes qui ont le plus continué d'être visibles après leur passage. Ouais. C'est ceux qui ont l'air d'avoir le plus préparé leur communication pour l'après-émission, justement, et qui l'ont entretenue. C'est pas juste t'as un coup de projecteur à un moment donné, mais si t'en fais rien, je pense que ça retombe direct. Ouais, c'est ça. L'après, il est hyper important. Il faut continuer à communiquer. C'est clair. Trop bien. Est-ce que tu te sens prête à aller sur cette dernière question repoussée ? Question finance. Attends, avant de la retourner, ah oui, je te fais le suspense. Est-ce que tu te sens à l'aise avec le sujet de l'argent ? Est-ce que tu es à l'aise à l'idée d'en parler ou est-ce que c'est un truc que bof, t'évites un peu ? Non, en fait, je me pose souvent la question justement de... Est-ce que... En fait, parce que je trouve qu'il faut en parler parce que tellement on a une éducation basse sur l'argent en France et à quel point même, tu vois, je vois les meufs entrepreneurs que là, dans mon bootcamp, à quel point ils ont des blocages sur l'argent et à quel point souvent elles n'ont pas les bons ratios, du coup elles se pricent mal et tout. Donc je trouve que c'est important d'en parler pour sensibiliser, démocratiser, pour que des gens ils aient aussi des références de... Ouais. Et en même temps, des fois je me dis, vu que les gens ne sont pas éduqués sur ce sujet, si tu parles d'argent, y a beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués, ils sont en mode, attends, mais soit pourquoi elle fait autant d'argent ou pourquoi elle fait cet argent. Enfin, tu vois, c'est... tu te fais clairement taper dessus dès que t'en parles, c'est clair. Donc c'est dur de lâcher juste un chiffre, tu vois. Il faut que tu aies l'argumentaire derrière, sauf que le temps d'attention des gens, il n'est pas assez long pour que tu puisses leur argumenter. Et du coup, ils vont juste retenir tant d'argent. Tu vois. Donc je trouve que c'est touchy. En fait, du coup, j'en parle, mais en fait, j'essaie d'en parler sur mes formats longs et pas sur mes formats courts. Ouais. Parce que sur mes formats longs, contextualiser. Ouais, je peux contextualiser. Je sais que c'est les gens qui m'écoutent, c'est des gens qui ont choisi de m'écouter. Ouais. Et du coup, qui me connaissent déjà aussi un petit peu, etc. Via sur des formats courts où, en fait, je pense que ça peut être utile, mais ça peut aussi être mal interprété. T'as tout le monde qui est au courant. Enfin, tu vois, Mais bref, cette question-là, elle est un peu, tu vois, t'es entre deux, quoi. Ouais. Je comprends. Je comprends parce que c'est souvent ça qui ressort. C'est à la fois, on déplore l'éducation financière qui est basse de façon globale et en même temps, c'est dur de s'envoyer en première ligne et de dire, moi, je vais en parler, quoi. Ouais. Bon, c'est le moment, alors. On va voir, hein. Il y a des questions très précises, d'autres où tu pourras rester flou. Alors, on verra sur laquelle tu tombes. Pour ou contre vivre avec un budget strict, même si on gagne très bien sa vie? Ça va. Elle est suffisamment large pour qu'on rentre pas trop dans le détail, si tu veux. Pour ou contre vivre avec un budget strict? En gros, peut-être, tu vois, sous-vivre, entre guillemets, par rapport à son niveau de revenu, aux possibilités qu'on aurait, tu vois. Dépenser moins que... Ah ouais, non, contre. Contre. Non, contre, parce que ça sert à quoi du coup de gagner sa vie, tu vois, si tu t'en profites pas.
Et d'ailleurs, je trouve que déjà, je trouve que même quand tu gagnes bien ta vie, en général, tu as encore un autre blocage, c'est le fait de dépenser après ton argent. Et moi, j'étais dans ce blocage-là, tu vois, il y a encore genre 6 mois où Oui, j'ai vu un post de toi qui parlait de ça. où j'ai commencé à gagner de l'argent. Parce qu'en vrai, après, c'est assez récent. Genre, j'avais ma start-up pendant 4 ans où je gagnais pas bien ma vie. Et après, du coup, je me suis lancée en solopreneur. Et là, j'ai commencé à gagner de l'argent. Mais en soi, c'est la première fois de ma vie que je gagne de l'argent. Donc, c'était aussi tout ce chemin-là, ce mindset-là, je l'ai fait récemment. Et donc, j'ai débloqué la barrière de gagner de l'argent. Et après, j'avais la barrière d'en dépenser, tu vois. Ouais. Mais c'est un autre sujet. Mais je trouve que tu arrives à un moment aussi où si tu profites pas de ton argent et si tu vis pas, en fait, ton cerveau, il est aussi en blocage parce qu'il se dit à quoi bon, tu vois. Il se dit à quoi bon, en fait, faire ces efforts-là, gagner de l'argent, si en fait, tu es dans les mêmes conditions, que tu te fais pas plaisir, etc. Je pense que même pour ton cerveau, c'est contre-intuitif et du coup, tu te dis, mais en fait, arrête. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il me disait ça, tu vois, en mode, du coup, arrête de faire ces efforts-là, tu vois, parce que ça te... Ouais, limite, ça te bloque dans ton expansion, ta croissance, parce qu'il n'y a pas vraiment s'il n'y a rien qui change, pourquoi j'irais chercher plus? Exact. Ok, c'est intéressant. Et du coup, comment tu l'as dépassé, ce blocage de... en fait, ces blocages, celui d'en gagner et après celui de le dépenser, c'est quoi qui a changé la donne? En vrai, gagner, j'y suis allée palier par palier. Donc, j'ai augmenté mes prix à chaque fois. Ok. Et après, c'est aussi le fait d'en parler avec d'autres entrepreneurs et tu vois, de commencer à leur demander, ok, mais toi, c'est quoi tes prix? Toi, c'est quoi ton pricing? Et en fait, me rendre compte que tout le monde avait des pricing 3 fois, 4 fois plus hauts que moi, et parfois même pour la même presta. Et du coup, j'étais en mode, ok, les prix du marché, c'est ça. Après, je me suis dit, en fait, en plus, moi, j'ai 4 ans d'expérience. Le truc, en fait, je voyais des gens qui faisaient la même chose que moi. Genre, ils avaient moins d'expérience que moi. Ils avaient moins de crédibilité. Ouais, moins de crédibilité parce qu'ils n'avaient pas monté de projet avant, ils n'avaient pas entrepris. Et du coup, j'étais, je rajoute, moi, ma cred et tout, je mets plus. Et ça passe. Ouais, ça passe. Et après, la première fois que tu dis au téléphone, t'es un peu... Alors, tu vois excusez-moi. Ouais. Et après, genre, c'est vraiment l'entraînement, tu vois. La première fois, je l'ai dit. Et la personne m'a dit, ouais, ok. Et j'étais en mode, c'est tout? Ouais. Ok, bon, on y va. Je vous interromps un petit peu, parce que là, on va pouvoir commencer. C'est le flanc? Voilà, vous voyez, c'est tremblotant. Attends, je filme. Ouais. Alors, donc ça, ces petites fleurs, tout se fait à la main. Donc ces petites fleurs, vous les posez comme ceci. Et donc, comme je vous ai dit, celle-là, vous piquez la tige dans la cire. Faut pas trop appuyer. Vous pouvez un petit peu tapoter, mais si vous appuyez trop, ça peut faire des trous. Au fur et à mesure, donc commencez vraiment par les éléments légers, parce que c'est eux, au bout d'un moment, ça va plus du tout tenir. Et après, vous pourrez venir piquer au fur et à mesure les choses. Ok. Donc au début, c'est parler avec des gens de leur prix. Une fois que tu connais les prix, toi, c'est ton prix. Après, c'est commencer à dire avec un premier client, voir que ça passe. Du coup, après, une fois que tu vois que ça passe, t'es en mode, tu l'as fait une fois. Tu prends confiance, en fait. Ouais, donc après, tu dis une deuxième fois, après, ça devient normal. C'est comme tout, quoi. Donc, ça devient normal. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vendre ce qu'on appelle du high ticket, en ghost et tout. Et après, dépenser, et en fait, je me rendais compte que c'était pas bénéfique. Je me rendais compte que si je dépensais pas mon argent, je pouvais pas continuer ma croissance. Et que j'arrivais un peu à des paliers, et surtout que j'arrivais à des trucs où, genre, en fait, je gagnais, mais je m'épuisais. Oui. Et donc, j'ai commencé à comprendre ça, et j'ai pris une coach business. Ouais. Donc, qui a été mon premier investissement. Donc, investissement, ouais, c'est ça? Ouais. Et j'étais en mode, bon. Et même, genre, quand j'ai dit oui à ma coach business, genre, j'étais en panique, tu vois. J'étais en mode, attends, j'ai dépensé autant, je suis pas sûre. Oui, qu'est-ce que tu vas récupérer en échange? Tu le sais pas à l'avance. Et surtout que mon activité, j'étais pas sûre. J'étais peut-être que dans 2 mois, j'ai pas de clients. Ouais. Peut-être que mes clients, ils vont... Tu sais, t'as pas trop d'assurance quand t'es dans ce business-là. Tu peux dire, ils vont tous arrêter leur contrat le mois prochain, tu vois. J'avais aucune assurance que ça allait le faire. Mais j'ai pris une coach business, qui était un gros investissement pour moi par rapport à là où j'en étais. Ça m'a grave aidé. Et en fait, j'ai fait aucun investissement, genre, si tu veux, matériel. Enfin, très peu, tu vois. Oui. Mais j'ai fait vraiment des investissements sur moi, tu vois. J'ai pris une coach business, j'ai pris un coach santé. J'ai pris 2 masterminds et j'ai pris que des trucs. Ah ouais, donc toi, ça s'est débloqué, quoi. Ouais. Après, c'est bon, tu vois. Mais j'ai fait que des investissements où je savais que j'allais avoir un retour sur investissement. Ouais. Et j'ai fait que des trucs, genre, pour moi, entre guillemets, grandir personnellement, me développer en tant qu'entrepreneur. Que des trucs de croissance personnelle, en fait. Ok. Et du coup, est-ce que
avec maintenant le recul que tu as, est-ce que tu estimes que le retour sur investissement est bien présent comme ce que tu avais imaginé? Ouais, de fou, parce qu'en fait, c'est que du déblocage mindset. Et en fait, moi, je considère que c'est le plus important. Ouais, c'est très souvent à cet endroit-là que ça bloque. Enfin, surtout que toi, tu as quand même déjà une expérience. Donc, tout ce qui est stratégie, business model, communication, qui sont les gros piliers qui bloquent chez pas mal de personnes, bah, toi, tu les as. Donc, sensiblement, ce qui bloque, c'est souvent à ce niveau-là. Bah oui, moi, c'était pas vraiment mon problème. Moi, c'était plus... En fait, c'était plus... si tu veux, j'ai l'impression d'avoir, justement, pendant mon aventure startup, vraiment appris à faire genre de la com, du market, du produit, voilà. Et là, pendant mon aventure solopreneur, j'ai vraiment appris à faire du commercial, à vendre, à le côté plus business, faire de l'argent, que j'avais beaucoup moins en startup, parce qu'en fait, en startup, c'est pas du tout pareil la manière de vendre, parce que déjà, Bien sûr. Enfin, je sais pas, c'était pas du tout pareil. Du coup, j'avais beaucoup moins cette notion de prix, de rentabilité, tu vois, de temps, vs argent. Et tout ça, je l'ai appris vraiment là, dans mon truc de solopreneur. Ok. Donc, ça a été une autre éducation. Mais voilà, je considère que tous mes investissements, c'était des investissements... aujourd'hui, je suis persuadée que ta croissance personnelle est liée directement à la croissance de ton business. Ouais. Et que du coup, plus j'investis sur moi et plus tu gagnes, quoi. Plus je gagne. Et c'est quoi la limite que tu vois à ça? Parce que est-ce qu'il y a un moment où tu te dirais ok, là c'est trop par contre, donc je stabilise ou je freine, ou alors est-ce que tu te le dis pas et tu te dis bah vu que plus je joue, plus je gagne, j'ai qu'à jouer encore plus et je suis sûre que je vais gagner. Est-ce que tu vois une limite à ce truc-là ou pas? Bah ouais, je pense que... Enfin, je sais pas en fait, mais j'y vais palier par palier à chaque fois en découverte. Donc, mais là, j'y suis plus dans un état d'esprit de... il faut toujours que ça me fasse kiffer le matin, tu vois. Ouais, je comprends. Et c'est le cas? Aujourd'hui, oui. Mais tu vois, j'y vais palier par palier. Je sais qu'avant, quand j'avais mon autre boîte, le fait d'avoir une équipe, à la fin, c'était devenu un peu pesant parce que, tu vois, c'était beaucoup de charges et tout. Donc là, j'y vais palier par palier. J'ai repris une assistante, mais je me dis, OK, je prends une assistante, je vois comment ça se passe. Avant de me dire... parce que j'ai très envie de remonter une équipe, j'ai très envie de travailler avec des gens, etc. De pas le vivre seul. Ouais. Mais tu vois, je me dis, vas-y, je reconstruis un truc palier par palier, je vois comment je réagis. Ouais. Et il faut toujours que ce soit un kiff, même s'il y a du stress et des difficultés, mais un stress positif, tu vois. Ouais, je comprends. Et tu as l'impression d'être un peu drivé par le stress ou pas? Genre, est-ce que c'est un truc que consciemment ou inconsciemment tu cherches pour, je sais pas, être efficace ou te sentir vivante ou j'en sais rien? Ouais, je suis assez last minute dans les trucs que je fais. C'est vrai. Mais ça te va? Ça te convient? Bah, des fois, ça me va. Après, des fois, je me dis, ouais, je kifferais être hyper chill et tout. Mais bon. Aujourd'hui, c'est ce qui a marché, donc... Ouais, c'est ça. C'est ce qui fonctionne pour toi aussi aujourd'hui. Ouais. Bon, bah alors là, on passe à la avant-dernière étape, qui est donc un peu enluminer la bougie avec des petites paillettes. Donc, c'est très simple. Juste, faut pas respirer trop fort parce que c'est très volatile. Pas éternuer, du coup, c'est ça? Voilà, si j'ai bien et il compris. faut pas trop se boucher non plus. Alors, dans l'idée, on vient prendre une feuille. Donc voilà, vous voyez, c'est très léger. Faut pas non plus pincer trop fort parce que sinon ça colle au doigt. On vient prendre une feuille, on déchire un petit bout. Et en fait, ça va être très simple. On va le poser sur la cire. Ça va adhérer. Et là, vous pouvez tapoter avec le doigt pour bien coller. Okay. Et donc, il n'y a pas de règle. Vous mettez où vous voulez. Et vous pouvez utiliser les 3 couleurs. Hein. Ça, il n'y a pas de problème non plus. Donc, on a cuivre, argent et or. Très bien. Merci. Tu prends quelle couleur? Ça. Et toi? Bah, très bien, moi je voulais ça. Donc c'est bien. Comme ça, on a chacune notre peau. Alors attends, faut pas éternuer, faut pas se moucher. Pas trop stressé non plus. Faut pas rire. Du coup, on parle plus. On est tellement concentrés. Et l'idée de vivre avec, comment c'était écrit, un budget strict, est-ce que c'est quelque chose que dans ta vie pro ou perso, est-ce que c'est un truc que tu appliques ou pas? Je sais que parfois, on n'a pas la même gestion financière en pro comme en perso. On ne réfléchit pas de la même manière selon si c'est l'argent de sa boîte ou son propre argent. Est-ce que toi, tu fais une différence entre les deux dans ta gestion ou pas? Ouais, bah après, déjà, j'ai jamais eu de budget strict.
Enfin, tu vois, je me suis jamais fait un truc de budget dans ma vie perso, enfin, même pro, enfin, tu vois. Je suis pas du tout dans ce délire-là de gestion financière hyper proche, compter ce que je dépense et tout, tu vois. Ok. Enfin, déjà, la partie financière, compta et tout, c'est pas mon kiff. Donc c'est assez intuitif ce qui se passe. Intuitif. J'aime bien ce mot. Parfois impositif et parfois Ouais, c'est ça, ça marche pas forcément tout le temps, l'intuition avec Financière. l'argent. Mais oui, après, je pense que j'ai plus de facilité quand même à dépenser mon argent pro que mon argent perso, tu vois. Ok. Est-ce que c'est parce que c'est lié au fait que tu penses que tu saurais le refaire plus facilement en pro, du coup? Ouais, enfin, je considère, je sais pas, que c'est l'argent de ma boîte Un peu moins que le tien. et que du coup, je peux faire des investissements dessus, tu vois. Ok. Je sais pas, que peut-être le fait que j'ai déjà vécu une liquidation, je pense que du coup, je suis consciente qu'il y a moins de risques sur mon argent pro que sur mon argent Oui. perso, tu vois. Mais c'est vrai. Et puis, l'argent pro, il y a cette notion d'investissement, comme tu dis, qui est plus Oui, il y a un présente aussi. retour. Oui, c'est ça. Oui, il y a un retour, alors que mon argent perso, je suis en mode, ok, bon, bah, je vais Dépense. faire des courses, je vais au resto, tu vois, bon, bah... Il va pas revenir, quoi. Oui, alors que pro, c'est en mode, je fais grandir une ressource et je fais grandir ma boîte aussi avec soit moi, soit ma boîte, mais les deux sont liés, quoi. Ok, je comprends. Je peux te poser une question. Ah, Toi. moi toi. Oui, Ouais. vas-y, bien sûr. Qu'est-ce qui fait le plus peur quand on se lance? C'est justement le peur de pas gagner assez? C'est quoi la plus grande peur? Fréquente chez les gens, tu veux dire? Non, mais là, pour toi, de manière personnelle, quand tu t'es lancé, qu'est-ce qui t'a fait le plus peur, quoi? Que ça plaise pas, le concept, l'aspect financier, justement? Ce qui fait le plus peur, c'est que ça marche pas, je pense. Indirectement, le regard des autres, parce que du coup, si ça marche pas, bah, les autres, tu vois, Ils voient ça en échec. je pense. Ouais, c'est lié à ce que tu disais tout à l'heure avec la honte si jamais. Ouais, le c'est un bootcamp peu est ça, pas ouais. plein, ouais. Ouais, je comprends. Donc, c'est un peu un truc d'ego, tu vois, mais je me dis, ok, bah... En fait, c'est aussi, genre, je sais pas, c'est un peu montrer que t'as raison, quoi. Ok, j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat et tout, donc faut que je prouve que j'ai eu raison de faire ça Ouais. et que montrer aux gens que ça marche. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est un peu ça qui fait peur. De dire, bon, bah, c'est risqué, donc en plus, si tu te plantes, bon, bah, les gens auront eu raison, peut-être. Ça te parle, t'as cette peur? De lancer, ouais. À la base, moi, j'ai pas voulu être... Enfin, c'était pas mon ambition d'être cirière. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle, en fait. J'ai appris ça récemment, ça s'appelle d'être cirière, faire des bougies. Et animer les ateliers comme ça, c'était pas du tout le but. C'est un peu par hasard que je suis tombée là-dedans. Mais moi, je fais plutôt de l'illustration et c'est lancé dans l'illustration, justement. C'est la peur de se dire, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on va réussir à en vivre? Voilà, ces petites questions comme ça. Ouais, parce qu'il y a des étapes aussi entre même Ouais, il y a si ça des plaît, étapes. même si ça marche, on Ouais. peut ne pas réussir à en vivre. Exactement, et c'est vrai qu'on n'est pas assez au courant de comment ça marche le business. Là, sur ce que vous disiez, en France, on n'est pas assez à l'école ou des choses comme ça. On ne sait pas assez sur les questions financières, comment gérer ses factures, Ouais. comment gérer tout ça. L'argent, l'entrepreneuriat, c'est un peu les oubliés Ouais. de l'éducation, en vrai, mais que notre génération est en train de changer aussi, je trouve. Hein. Oui, parce qu'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs et on a envie de faire ce qu'on aime maintenant. On n'a plus envie d'être dans des bureaux ou travailler pour les autres, on a envie de travailler pour soi. Ouais, et faire des choses qui font sens, Ouais. où on a le sentiment qu'on contribue à quelque chose, on a envie d'avoir de l'impact, d'avoir un aspect positif sur nous, mais aussi sur la vie des gens ou sur la planète. Il y a d'autres choses que juste je travaille. C'est pas juste pour soi, c'est Ouais. vraiment aussi. T'as dit que c'était du coup l'avant-dernière étape. Ça veut dire qu'il y en a une dernière. Ah Ouais. bah oui, couper Ouais. la mèche. Exact. Bah oui, parce que c'est un peu bizarre, Là, sinon c'est c'est un vrai. Alors, pour couper la mèche, on va faire à hauteur du pot, tout simplement pour l'équilibre entre cire, etc. Donc, on vient caler les lames du ciseau, c'est pour ça qu'il faut les grandes, comme ceci. On maintient bien la mèche au-dessus et on coupe. Ok. Eh ben, c'est parti. L'étape c'est fatidique. des vrais de vrais, ça. C'est des vrais. Ah, ils sont durs en plus. En fait, Ok, attends. ouais. Arrête, tu me mets une pression. Petit à petit, ça va quand même. Voilà. Wow, ok. Et voilà.
En fait, les petits, Très ça risque bien. de casser la mèche en deux. Attention de pas Attention à couper la ta fleur. Ah oui. Je vois pas bien. Et voilà. Très bien. Et ben on arrive du coup à la fin de nos questions, de nos bougies et de notre épisode. Elle est très mignonne, la tienne. Merci. Ouais, très chouette. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, de t'être prêtée au jeu de cette interview qu'on ne connaissait pas à l'avance Ouais, bah merci à toi pour cette invitation. et qui est trop chouette parce que comme ça on a pu apprendre à te connaître sous plusieurs aspects, retracer ton parcours mais avec des choses, des questions différentes de ce qu'on peut poser habituellement. Donc c'était trop cool. Merci pour ça. Merci. Souvent, on pose une petite question à nos invités, c'est s'il y a une personne, entrepreneur ou pas, ça peut être une personnalité que tu connais ou pas, mais que tu aimerais bien voir sur ce genre de format, ce serait qui? Sur ce genre de format. Pas forcément en faisant une bougie, mais en faisant une activité en tout cas. Bah, peut-être à Mathilde Cossé, que tu n'as pas encore rencontrée. Ah, que j'ai vu passer, mais que je connais pas, Ouais. en effet. Qui est créatrice de contenu LinkedIn et qui fait aussi des accompagnements autour de LinkedIn. Ok, bah écoute, on va prendre contact avec elle. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très vite sur Deep Talk.